Alors Chloé, ça fait quoi d'être inutile ?» a lancé ma mère avec un petit rire cristallin en levant son verre de vin devant mes oncles, mes tantes et mon père. Le silence est tombé sur la table du déjeuner dominical. Le fumet du rôti qui avait semblé si appétissant quelques secondes plus tôt m'a soudainement donné la nausée. J'ai senti tous les regards se poser sur moi. Un mélange de pitié, de gêne et de curiosité malsaine. Le sien, en revanche, brillait d'un triomphe cruel. Elle savourait ce moment, cette humiliation publique qu'elle avait orchestrée avec une précision chirurgicale. Mon père, comme à son habitude, a baissé les yeux vers son assiette, devenant subitement fasciné par la disposition de ses haricots verts. Personne n'a dit un mot. Le poids de leur silence était encore plus assourdissant que sa question. J'ai simplement soutenu son regard, sentant une froideur s'installer dans ma poitrine, une sorte de calme étrange qui précède les tempêtes. J'ai compris à cet instant que quelque chose venait de se briser pour de bon. Ce n'était pas la première fois, bien sûr. Ses déjeuners dans leur appartement de la Croix-Rousse à Lyon étaient devenus son théâtre personnel, et j'étais son actrice principale involontaire. Chaque pic, chaque commentaire désobligeant était conçu pour me rappeler ma place, pour me maintenir sous son contrôle. Elle me voyait comme une extension d'elle-même, mais une extension décevante. Une version d'elle qui n'avait pas réussi à briller comme elle l'aurait souhaité. Mon indépendance silencieuse, mon travail de développeuse web qu'elle ne comprenait pas, tout cela la menaçait. Alors, elle attaquait. Mon père, lui, flottait dans une sorte de déni volontaire, préférant la paix à tout prix, même si ce prix était ma dignité. Il la laissait gérer les finances, les décisions, les humeurs, se rendant complice par sa passivité. Si vous avez déjà vécu une situation où votre propre famille vous fait sentir comme un étranger, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. Je veux vraiment vous écouter. Mon cœur ne s'est pas emballé. Au contraire, il a semblé ralentir, chaque battement résonnant dans mes oreilles avec une clarté glaciale. J'ai fait le tour de la table du regard. Ma tante Sophie détournait les yeux, mal à l'aise. Mon oncle Marc s'est gratté la gorge, feignant de ne pas avoir entendu. Ils étaient tous prisonniers de sa personnalité écrasante, terrorisés à l'idée de devenir sa prochaine cible s'il prenait ma défense. J'ai cessé de voir ma famille. Je n'ai vu que des spectateurs dans une arène. Ma mère, elle, continuait de me fixer, un sourire satisfait étirant ses lèvres peintes d'un rouge vif. Elle attendait les larmes, la colère, une réaction qui confirmerait sa victoire. Mais je ne lui ai rien donné. À l'intérieur, une décision venait de se cimenter. Elle pensait m'avoir réduite au silence, mais elle venait de me donner la seule arme dont j'avais besoin. La certitude absolue qu'il n'y avait plus rien à sauver. Elle savourait son pouvoir, ignorant que son trône reposait sur un mensonge que j'avais financé. Le reste du repas s'est déroulé dans un brouillard. J'ai mangé sans sentir le goût des aliments. J'ai répondu aux questions sans entendre mes propres mots. J'étais déjà ailleurs, mon esprit tournant à plein régime, assemblant les pièces d'un puzzle qu'elle ignorait totalement. Quand le café a été servi, je me suis levée, prétextant un mal de tête. Personne n'a insisté pour que je reste. En quittant l'appartement, j'ai entendu son rire percer le silence une dernière fois, sans doute à propos d'une autre de mes prétendues faiblesses. Mais ce son n'avait plus de pouvoir sur moi. Ce n'était plus qu'un bruit de fond. Ce jour-là, en refermant la porte derrière moi, je n'ai pas seulement quitté un déjeuner de famille. J'ai commencé à planifier la fin de leur monde. Elle riait, mais elle ne savait pas que ce rire était sur le point de lui coûter précisément 18 000 €. Et j'allais m'assurer que tout le monde soit là pour assister au spectacle. Cette humiliation n'était que la dernière pierre d'un édifice construit sur des années de sacrifices invisibles. Je me souviens, quand j'étais adolescente, elle me confiait déjà les comptes de sa petite entreprise de décoration. J'étais la seule à comprendre ses tableurs, à démêler les factures impayées des devis en attente. « Tu es si douée pour ça, ma chérie », disait-elle, une caresse sur mes cheveux qui ressemblait plus à une mise au travail qu'à de l'affection. J'ai passé des week-ends entiers à organiser sa comptabilité, à optimiser ses dépenses, pendant que mes amis sortaient.
Elle me présentait à ses clientes comme sa petite assistante de génie, mais jamais un euro de cet argent que je lui faisais économiser n'est revenu vers moi, pas même pour mes études. J'étais son outil le plus performant, et comme tous les outils, je n'avais pas droit à la reconnaissance, seulement à l'usure. J'étais utile, mais seulement dans l'ombre, là où personne ne pouvait le voir. Il y a 2 ans, le château de cartes s'est effondré. Sa petite entreprise a fait faillite. Un soir, elle est venue me voir dans ma chambre, les yeux rougis, une tasse de thé à la main. Elle m'a parlé de difficultés temporaires, de la honte que ce serait si mon père l'apprenait, de la nécessité de préserver les apparences pour le bien de la famille. Elle a articulé sa demande avec une fragilité calculée, me faisant sentir comme la seule bouée de sauvetage dans son océan de dettes. Juste le loyer, Chloé. Juste pour quelques mois. J'ai accepté sans hésiter. J'ai commencé à lui virer 750 € chaque premier du mois, ponctionnant directement sur le compte épargne que j'alimentais pour mon propre appartement. J'ai vu mon rêve s'éloigner virement après virement, mais je me disais que je sauvais ma famille. Je n'avais pas compris que je ne faisais que financer le décor de son théâtre personnel. Ces quelques mois se sont transformés en 2 années. 24 virements, pour un total de 18 000 €. Pendant ce temps, sa vie n'a montré aucun signe de difficulté. Au contraire. Les déjeuners dominicaux sont devenus plus opulents, les bouteilles de vin plus chères. Elle s'achetait de nouveaux vêtements, des sacs de marque qu'elle exhibait fièrement, expliquant à qui voulait l'entendre qu'elle avait un flair incroyable pour les bonnes affaires. Je la regardais, assise à cette même table, le cœur serré. Je mangeais le rôti qu'elle avait pu acheter grâce à mon sacrifice, tout en sachant que je dînerais de pâtes le reste de la semaine pour compenser. La dissonance était assourdissante. Elle vivait une vie de confort et de statut sur le dos de mon avenir, et le pire, c'est qu'elle semblait trouver cela parfaitement normal. Elle ne me remerciait jamais. L'argent arrivait sur son compte, et c'était tout. Mon père, lui, était le spectateur béat de cette mise en scène. Il la couvrait de compliments sur sa gestion impeccable du budget familial, ignorant tout de la supercherie. « Ta mère a un vrai talent pour faire des miracles avec 3 fois rien », m'avait-il dit un jour, avec une admiration sincère dans les yeux. J'ai senti un goût amer dans ma bouche. J'avais tenté une fois de lui suggérer de jeter un œil au compte, mais il avait balayé ma remarque d'un revers de main. « Ne t'inquiète pas pour ces choses-là, Chloé. C'est le domaine de ta mère. Elle gère ça à la perfection. » Sa confiance aveugle était l'assurance vie de ma mère. Il était son complice involontaire, le garant de son impunité. Il me voyait comme l'enfant inquiète et un peu naïve, et elle, comme le pilier infaillible du foyer. Cette dynamique me condamnait au silence, car révéler la vérité aurait signifié briser son admiration pour elle, et je n'étais pas encore prête à porter ce fardeau. De retour dans mon petit studio après ce déjeuner fatidique, la colère avait laissé place à une détermination froide et limpide. Fini les sacrifices, fini la culpabilité. J'ai allumé mon ordinateur, non pas pour travailler, mais pour ouvrir mon application bancaire. J'ai fait défiler l'historique. 2 ans de ma vie résumés en une litanie de virements mensuels. Loyer maman, janvier 2022. Loyer maman, février 2022. Chaque ligne était une cicatrice. Mais aujourd'hui, ces cicatrices ne me faisaient en plus mal. Elles étaient devenues des preuves. J'ai cliqué sur « Imprimer » et le bruit de l'imprimante a commencé à emplir le silence de la pièce. 24 feuilles, une par une. Je les ai regardées sortir, méthodiquement, chacune représentant une barreau de la prison dorée que j'avais construite pour elle. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais les utiliser, mais je savais que le temps du silence était terminé. Malheureusement pour elle, son appel 3 jours plus tard allait me donner le scénario parfait. Le téléphone a vibré sur la table basse 3 jours plus tard, affichant son nom. Une partie de moi, une petite partie naïve et désespérée, a cru un instant qu'elle appelait pour s'excuser. J'ai laissé la sonnerie se poursuivre, le son strident emplissant mon petit studio comme une alarme d'incendie. Chaque vibration semblait faire trembler les fondations de ma nouvelle détermination. J'ai observé l'écran,
le cœur battant un rythme lent et lourd. J'ai finalement décroché, sans rien dire, attendant. Le silence a duré 1 seconde, une éternité, puis sa voix est tombée, sèche et dénuée de toute chaleur. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu », juste une question, posée comme si elle s'adressait à un service client défaillant. « Chloé, je ne vois pas le virement. Nous sommes le 3 du mois. D'habitude, c'est déjà fait. » Son ton était celui de l'impatience, de l'exigence, comme si cet argent lui était dû par la nature même des choses, comme la pluie ou le soleil. J'ai pris une inspiration lente, sentant l'air froid remplir mes poumons. « Je n'ai pas eu le temps », ai-je répondu d'une voix neutre, presque méconnaissable. Ce fut une erreur. Mon calme a agi sur elle comme une étincelle sur de la poudre. Son ton est monté d'un cran, devenant cassant, méprisant. « Pas le temps ? Tu passes tes journées devant ton ordinateur à faire on ne sait quoi, et tu n'as pas le temps de t'occuper de tes obligations ? C'est une blague. » Je pouvais l'imaginer, de l'autre côté du fil, arpentant son salon, le téléphone collé à l'oreille, le visage crispé par l'indignation. Puis, la phrase est tombée, celle qui a tout scellé, celle qui a anéanti la dernière miette d'espoir que je pouvais encore nourrir. « Écoute-moi bien, ne me fais pas attendre, je n'ai pas le temps pour tes états d'âme. » C'était dit. Mes sentiments, ma douleur, l'humiliation publique qu'elle m'avait infligée, tout cela était balayé sous le tapis de ses états d'âme. Un calme glacial m'a envahi. Ce n'était plus de la colère, ni de la tristesse. C'était une certitude. À cet instant, ce n'était plus ma mère au bout du fil. C'était une créancière. Une femme qui me voyait non pas comme sa fille, mais comme une source de revenus fiable et silencieuse. Mon sacrifice n'était pas un acte d'amour à ses yeux. C'était une simple transaction. Et j'étais en retard sur mon paiement. J'ai entendu le bruit lointain de la circulation dans la rue, le tic-tac de mon horloge murale. Tout semblait soudainement plus net, plus clair. L'illusion que j'entretenais depuis 2 ans, celle d'une famille à sauver, venait de se briser en 1000 morceaux. Elle ne m'avait pas seulement traité d'inutile, elle venait de me le prouver. J'étais un portefeuille, et un portefeuille n'a pas d'état d'âme. J'ai réalisé que la seule chose qui nous liait encore n'était pas le sang, mais ces 750 € mensuels. J'ai raccroché sans un mot. Le silence est revenu, mais il était différent. Il n'était plus lourd, il était plein de possibilités. Mon regard s'est posé sur la pile de relevés de compte que j'avais imprimés. 24 feuilles de papier qui attendèrent leur heure. Le coup de fil de ma mère ne m'avait pas brisé. Il m'avait donné ce qui me manquait. Un objectif clair. Il ne s'agissait plus de me protéger. Il s'agissait de révéler la vérité, de faire tomber le masque, de montrer à tous, et surtout à mon père, la véritable nature de la femme qu'il admirait tant. J'ai attrapé mon téléphone à nouveau, mais cette fois, mon doigt n'a pas hésité. J'ai cherché le nom de ma cousine, Sophie. C'était la seule qui, lors de ses déjeuners, avait parfois osé croiser mon regard avec une lueur de compassion. J'avais besoin d'une alliée, de quelqu'un qui verrait la situation de l'extérieur. Sophie a répondu à la 2e sonnerie. J'ai tout déballé, d'une voix égale, sans larmes, lui racontant l'humiliation du déjeuner, les 2 ans de virement secret, l'appel de ma mère quelques minutes plus tôt. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis, elle a dit les mots que j'avais besoin d'entendre depuis si longtemps. Ce n'est pas de l'amour, Chloé. C'est de l'abus. Tu as le droit, et même le devoir de te défendre. Sa validation a été comme un souffle d'air frais dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Ce n'était pas moi qui étais folle. Ce n'était pas moi qui étais ingrate. J'avais le droit de dire stop. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Un plan précis et implacable. L'anniversaire de mon grand-père était dans 2 semaines. Toute la famille serait réunie. Le théâtre était choisi. Il ne me manquait plus que le public pour assister à la chute du rideau. Après avoir raccroché avec Sophie, je suis restée assise sur mon canapé pendant ce qui m'a semblé être des heures, le téléphone encore chaud dans ma main. Ces mots résonnaient en moi. C'est de l'abus. C'était la première fois que quelqu'un nommait la situation pour ce qu'elle était, sans excuse, sans justification.
Cette validation a été à la fois une libération et un poids terrible. Libération, car je n'étais plus seule dans ma perception de la réalité. Poids, car cela signifiait que je ne pouvais plus reculer. Je ne pouvais plus prétendre que c'était normal. Je me suis sentie incroyablement seule, mais c'était une solitude nouvelle, une solitude de guerrière, pas de victime. Le chagrin s'est lentement mué en une concentration intense. Mon objectif n'était pas la vengeance, pas vraiment. C'était la vérité. Je voulais que la lumière soit faite, que le décor de leur vie parfaite s'effondre pour révéler les fondations pourries que j'avais été forcée de financer. Le plan a pris forme dans mon esprit avec une clarté effrayante. Arrêter les virements était la première étape, mais ce n'était pas suffisant. Si je le faisais en silence, elle inventerait une histoire, me ferait passer pour l'ingrate, la fille égoïste qui abandonne ses parents. Non, la révélation devait être publique, aussi publique que l'avait été mon humiliation. Elle devait avoir lieu devant les mêmes spectateurs qui avaient assisté à ma mise à mort symbolique. J'ai sorti mon calendrier, l'anniversaire de mon grand-père, dans exactement 2 semaines. C'était parfait. Un événement joyeux, familial, le genre d'occasion où ma mère adorait briller, être le centre de l'attention, la maîtresse des cérémonies. Quel meilleur théâtre pour faire tomber les masques. Je n'allais pas gâcher la fête de mon grand-père. J'allais simplement y révéler une vérité qui couvait depuis bien trop longtemps. La date était fixée. Le compte à rebours avait commencé. Le lendemain, j'ai transformé mon petit bureau en quartier général. La pile de relevés de compte est devenue mon arsenal. J'ai pris un surligneur jaune vif et, méthodiquement, j'ai passé sur chaque ligne. Virement pour loyer maman, 750 €. Chaque trait de feutre était un acte de reprise de contrôle. Je ne voyais plus des sacrifices, mais des preuves. 24 lignes jaunes, nettes, indiscutables. J'ai acheté une chemise cartonnée sobre, noire. J'y ai glissé les feuilles, dans l'ordre chronologique. Ce dossier n'était pas seulement un assemblage de papier. C'était le poids tangible de mon silence, la matérialisation de 18 000 € de mon avenir qu'elle avait consumé sans un regard en arrière. En refermant la chemise, j'ai senti une étrange sérénité m'envahir. L'arme était prête. Elle était froide, factuelle et impossible à réfuter. Ma mère excellait dans le drame et la manipulation émotionnelle. Je la combattrais avec des chiffres et la vérité brute. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai vécu comme dans une bulle. Je travaillais, je mangeais, je dormais, mais une partie de mon esprit était constamment en train de rejouer la scène à venir. Un soir, en rangeant de vieilles photos, je suis tombée sur un cliché de mon père et moi, quand j'étais enfant. Il me tenait sur ses épaules, et nous rions tous les deux aux éclats. Une vague de culpabilité a menacé de me submerger. Mon plan allait le détruire lui aussi, briser l'image qu'il avait de sa femme. Mais aussitôt, le souvenir de son silence au déjeuner est revenu, chassant la nostalgie. Son ignorance volontaire l'avait rendu complice. Il avait choisi le confort de l'aveuglement plutôt que la défense de sa propre fille. Il méritait la vérité, aussi brutale soit-elle. Peut-être que cette explosion était la seule chose qui pourrait enfin le réveiller. Je n'étais pas seulement en train de me sauver moi-même, je lui offrais aussi une chance de voir clair. Les 2 semaines se sont écoulées lentement, chaque jour me semblant plus long que le précédent. Ma mère m'a envoyé quelques messages, d'abord agacé, puis faussement inquiet, me demandant si tout allait bien, puisque le virement n'était toujours pas arrivé. Je n'ai répondu à aucun. Chaque message non lu renforçait ma détermination. Je ne lui donnais aucune prise, aucun angle d'attaque avant le jour J. Sophie m'appelait tous les soirs, juste pour prendre des nouvelles, sa voix calme me servant d'ancrage. Elle ne m'a jamais demandé si j'étais sûre de moi. Elle savait que la question ne se posait plus. La veille de l'anniversaire, j'ai préparé ma tenue, simple et discrète. J'ai posé la chemise noire sur mon sac. Tout était prêt. Je n'avais pas peur. J'étais comme une actrice qui a répété son rôle des centaines de fois et qui attend simplement que le rideau se lève. Il ne me restait plus qu'à entrer en scène. Le moment du dessert est arrivé.
marquant l'apogée de la fête d'anniversaire de mon grand-père. Les bougies avaient été soufflées, les rires fusaient autour de la table, et ma mère, au centre de tout, rayonnait. Elle était dans son élément, distribuant des parts de gâteau avec des gestes théâtraux, racontant une anecdote qui la mettait, comme toujours, en valeur. Je suis restée silencieuse, observant la scène depuis mon coin de table. J'étais une spectatrice patiente. Puis, son regard s'est posé sur moi, et le sourire sur ses lèvres s'est teinté d'une familiarité cruelle. Elle a posé sa fourchette et a lancé, sa voix portant dans le silence soudain. Chloé est si silencieuse aujourd'hui, sûrement en train de réfléchir à comment devenir enfin utile à quelque chose. C'était le signal. Le rideau pouvait se lever. Personne n'a ri cette fois. Ils attendaient ma réaction, mais je n'allais pas leur donner ce qu'ils attendaient. Je ne lui ai pas répondu. Lentement, avec une délibération qui a semblé figer le temps, je me suis levée. Tous les regards ont convergé vers moi. Le cliquetis des couverts s'est arrêté. J'ai fait le tour de la table, me suis dirigée vers mon sac posé sur une chaise à l'écart, et j'en ai sorti la chemise cartonnée noire. Le silence dans le salon de mes grands-parents était devenu si profond que j'entendais le bruissement du papier contre mes doigts. Je suis revenue vers la table, et sans un mot, j'ai déposé le dossier juste devant mon père. D'un geste calme, j'ai fait glisser la pile de relevés de compte sur la nappe. Puis, j'ai finalement levé les yeux vers ma mère et j'ai dit, d'une voix claire et égale, qui ne tremblait pas. En fait, je réfléchissais au fait que je suis inutile pour 750 € par mois. Mais j'ai décidé d'arrêter. L'incompréhension s'est peinte sur tous les visages, un masque de confusion collective. Mon père a froncé les sourcils. Il a baissé les yeux vers les feuilles de papier, son expression passant de la perplexité à une curiosité méfiante. Il a pris le premier relevé, celui du dessus. J'ai observé ses yeux parcourir la page, s'arrêter sur la ligne que j'avais surlignée en jaune vif. J'ai vu le muscle de sa mâchoire se contracter. Il a pris la feuille suivante, puis une autre, les parcourant de plus en plus vite. Ses mains ont commencé à trembler, un tremblement léger mais perceptible. Le silence s'est étiré, lourd, électrique. Il a relevé la tête, son regard passant de moi à ma mère, puis de nouveau à moi. Sa voix était à peine un murmure, rauque et étranglé par l'incrédulité. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé. J'ai soutenu son regard, sentant le poids de ces 2 années s'apprêtant à être libérées. Les 18 000 € que j'ai versés à maman pour payer votre loyer depuis 2 ans. Le visage de ma mère s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues si rapidement qu'elle semblait s'être transformée en une statue de cire. La panique a remplacé le triomphe dans ses yeux. Elle a tenté un petit rire nerveux, un son strident et faux qui s'est brisé dans l'air tendu. Mais c'est absurde. Elle ment. C'est un prêt qu'elle me remboursait. Elle est folle, a-t-elle balbutié, cherchant du soutien dans les regards des autres, mais ne rencontrant que des visages stupéfaits. Mais mon père ne la regardait plus. Il fixait les papiers, l'horreur et la trahison se lisant désormais clairement sur son visage. La confusion avait laissé place à une fureur froide et contenue. Il a reposé les feuilles sur la table avec une lenteur terrifiante. Puis, sa voix a monté d'un cran, résonnant comme un coup de tonnerre dans le salon. « Quel loyer ?» Le cri de mon père a suspendu toute chose. Ma mère s'est figée, la bouche entr'ouverte, son mensonge pathétique flottant dans l'air. Le piège s'était refermé sur elle, un piège qu'elle avait elle-même construit avec son arrogance et son mépris. Je l'ai regardée, non pas avec haine, mais avec une sorte de pitié froide. Elle était piégée, et elle le savait. J'ai alors porté le coup de grâce, d'une voix toujours aussi calme, presque chirurgicale, sans même la regarder directement. « Quel prêt ? Montre-lui le contrat à maman. Montre-lui où tu as déclaré cet argent. » Le silence qui a suivi fut sa seule réponse. C'était un aveu. Autour de la table, les sourires avaient disparu, remplacés par des expressions de choc et de malaise. Mon grand-père a posé sa tasse de café sur sa soucoupe. Le bruit sec et clair du contact de la porcelaine a sonné comme un marteau de juge.
La vérité avait explosé et la fête était terminée. Je n'ai pas attendu sa réponse. Mon travail était terminé. J'ai ramassé mon sac, je me suis approchée de mon grand-père, je lui ai embrassé la joue en lui souhaitant un joyeux anniversaire une dernière fois, et je suis partie sans un regard en arrière. En refermant la porte du salon, j'ai entendu le début d'une dispute violente, la voix de mon père, brisée par la rage et la trahison, et les dénégations hystériques de ma mère. Mes sons s'estompaient déjà, comme s'ils appartenaient à un autre monde, une autre vie qui n'était plus la mienne. Je n'ai ressenti ni triomphe ni joie, juste un vide immense et calme. La justice n'a pas le goût de la victoire, elle est le goût du silence après une longue guerre. J'avais planté la graine de la vérité dans le sol de leurs mensonges. Je n'avais plus besoin de rester pour regarder l'arbre pousser et détruire tout sur son passage. Je leur laissais les ruines de leur propre construction. Mon père m'a appelé 2 jours plus tard. Sa voix était méconnaissable, fatiguée, vidée de toute l'assurance que je lui avais toujours connue. Il ne s'est pas excusé pour elle. Il s'est excusé pour lui, pour son aveuglement, pour son confort, pour toutes les fois où il avait détourné le regard. Il m'a raconté qu'il avait passé la nuit à éplucher les comptes. Mes 18 000 € n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Il y avait des dettes de cartes de crédit, des prêts contractés auprès d'amis dont il n'avait jamais entendu parler, une gestion financière chaotique et dissimulée depuis des années. L'appartement n'était pas seulement payé par mon argent, il était sur le point d'être hypothéqué. Il m'a dit qu'il avait contacté un avocat. Le mot « divorce » n'a pas été prononcé comme une menace, mais comme un constat, la seule conclusion logique à une vie bâtie sur une illusion. Il m'a remercié. Pas pour l'argent, mais pour lui avoir ouvert les yeux. La chute de ma mère a été aussi rapide et silencieuse que sa cruauté avait été bruyante. J'ai appris par ma cousine Sophie que l'appartement de la Croix-Rousse avait été mis en vente. La procédure de divorce, rapide et sans appel, l'avait forcée à liquider leur patrimoine pour éponger les dettes qu'elle avait accumulées seule. Elle a dû quitter le quartier qu'elle aimait tant, son théâtre social, pour un petit studio en périphérie de la ville. Les amis qui venaient admirer ses bonnes affaires se sont évaporés. La famille, embarrassée et choquée, a pris ses distances. Elle était seule, dépouillée de son statut, de son public et de son décor. Elle a tenté de m'appeler une fois, sa voix oscillant entre la fureur et une pitié feinte. Je n'ai pas répondu. Bloquer son numéro a été le point final, un acte de protection simple et définitif. Sa punition n'était pas ma vengeance, c'était simplement la conséquence de ses propres choix. Lors des quelques réunions de famille qui ont suivi, l'ambiance avait changé. Personne n'a jamais mentionné ce qui s'était passé lors de l'anniversaire de mon grand-père, mais le sujet flottait dans l'air comme une poussière invisible. Le regard des oncles et des tantes sur moi n'était plus le même. La pitié condescendante avait laissé place à une forme de respect craintif. Je n'étais plus la nièce silencieuse et un peu effacée, la fille inutile. J'étais devenue celle qui avait osé faire exploser la vérité, celle qui avait eu le courage de confronter la matriarche et de la faire tomber de son trône. Ils ne savaient pas comment se comporter avec moi, alors ils restaient prudemment à distance, me traitant avec une politesse nouvelle et presque formelle. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Leur silence respectueux me suffisait amplement. J'avais gagné ma place, non pas en me conformant, mais en brisant les règles. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Le poids qui pesait sur mes épaules depuis des années avait disparu, me laissant une sensation de légèreté presque déstabilisante. Il n'y avait plus de virements à faire, plus d'appels angoissants à redouter, plus de déjeuners dominicaux à subir. Le silence dans ma vie était assourdissant au début, puis il est devenu apaisant. C'était le son de ma propre liberté. Je n'ai jamais célébré la chute de ma mère. Je n'ai jamais savouré la douleur de mon père. Ma victoire n'était pas leur défaite. Ma victoire, c'était de pouvoir enfin respirer sans que l'air ait un goût de sacrifice et de ressentiment. La justice avait été rendue, non par un tribunal, mais par la simple force des faits. Le chapitre était clos, et pour la toute première fois de ma vie, une page blanche s'ouvrait devant moi, et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir y écrire. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour.
Aujourd'hui, je vous parle depuis mon propre appartement, dans le quartier de la Confluence, à Lyon. Chaque matin, la lumière se déverse par les grandes fenêtres et se reflète sur la Saône. Le loyer, que je paie chaque mois, est une source de fierté, pas un sacrifice silencieux. Il n'y a pas de meubles opulents ici, pas de décoration destinée à impressionner des invités. Tout est simple, fonctionnel, et surtout, tout m'appartient. J'ai compris que la liberté n'est pas un concept abstrait, c'est un espace physique où l'on peut fermer la porte derrière soi et respirer son propre air. J'ai mis du temps à me défaire du sentiment de culpabilité, de cette petite voix qui me disait que j'avais détruit une famille. Mais ce que j'ai détruit, ce n'était pas une famille, c'était une mise en scène. Et dans les ruines de ce théâtre, j'ai enfin trouvé la place de construire ma propre maison, sur des fondations saines. Mon père et moi nous voyons de temps en temps pour un café dans un lieu neutre. Nos conversations sont encore maladroites, pleines des non-dits de toutes ces années d'aveuglement. Il ne cherche plus d'excuses pour elle, ni pour lui-même. Il a vendu l'appartement de la Croix-Rousse et vit désormais dans un logement plus modeste, plus en accord avec sa nouvelle réalité. Il apprend à gérer ses propres comptes, à prendre ses propres décisions. C'est un homme brisé, mais c'est aussi un homme qui, pour la première fois, est confronté à la vérité. Notre relation est fragile, mais elle est honnête. Il me regarde différemment, non plus comme une enfant, mais comme une adulte qui lui a, malgré la douleur, rendu un service. Il a perdu une femme, mais il est peut-être en train de retrouver une fille. Je ne sais pas si nous pourrons un jour retrouver la complicité d'avant, mais je sais que ce que nous construisons maintenant est au moins réel. Je pense souvent à ce mot « inutile ». Il a perdu son pouvoir sur moi. Ma mère l'utilisait comme une arme pour me maintenir à ma place, pour me rappeler que ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais lui apporter discrètement. Mais mon utilité, je l'ai trouvée ailleurs. Je la trouve dans les lignes de code que j'écris chaque jour, dans l'indépendance financière que mon travail m'apporte, dans ma capacité à me construire une vie selon mes propres termes. Être utile, ce n'est pas se sacrifier pour que les autres puissent maintenir leurs illusions. Être utile, c'est d'abord être loyal envers soi-même, envers ses propres rêves et ses propres limites. J'ai compris que mon silence était ce qui me rendait utile à son système. En brisant ce silence, je suis devenue inutile pour elle, mais je suis enfin devenue précieuse pour moi-même. Et c'est la seule définition de l'utilité qui compte vraiment. La plus grande leçon que j'ai apprise est que l'amour ne doit jamais être une dette. Le respect n'est pas quelque chose que l'on doit mériter par la soumission. C'est un dû. J'ai passé des années à croire que je devais payer pour ma place dans ma propre famille. D'abord avec mon temps, puis avec mon argent. Je pensais que mon sacrifice était une preuve d'amour, alors qu'il n'était que le carburant de leur dysfonctionnement. La vérité, c'est que les limites ne sont pas des murs qui nous séparent des autres. Ce sont des portes qui protègent notre propre intégrité. Apprendre à dire non, apprendre à exposer une vérité douloureuse, ce n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie. C'est la seule façon de savoir qui vous aime pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pouvez leur donner. Parfois, la seule façon de sauver une relation est d'accepter de la perdre. Aujourd'hui, je ne ressens plus de colère. Juste une paix profonde, un peu triste, mais solide. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois, j'ai l'impression d'en tenir les rênes. Ma mère m'a appris une chose essentielle, malgré elle. La dignité n'a pas de prix, et elle est la seule chose que personne ne peut nous enlever, si nous décidons de la défendre. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de reconquête. La reconquête d'une voie, d'un avenir, et d'une valeur que j'avais laissé les autres définir pour moi. J'ai arrêté de financer leur confort pour commencer à investir dans mon propre bonheur. La justice n'a pas été spectaculaire, elle a été silencieuse, comme le bruit d'une porte qui se ferme sur le passé pour s'ouvrir sur tout le reste. Et vous, que feriez-vous à ma place ?